Hulin Daf Yud Zayin Amud Bet, à partir de Amud Aleph, les deux dernières lignes, aux deux points. Chutz mimagal katsir ve'a megera. Dans la Mishnah, nous avions appris qu'on pouvait utiliser n'importe quel couteau pour faire la shchita, qu'il soit en métal ou qu'il soit en un roseau bien aiguisé, ou que ce soit par exemple même du verre. On a vu ça dans la Braïta. Bakol shohatim. Tout peut être utilisé. Même la pierre aiguisée. Une pierre qui est tranchante, bien aiguisée, qui est had ve halak. Aussi c'est valable. Au niveau des faucilles, on avait vu qu'une faucille qui a deux tranchants, un tranchant qui est lisse, et dans le revers, on a un tranchant qui est en dents de scie. Les khathila, il ne faut pas l'utiliser même du côté lisse, de peur qu'il se trompe et qu'il fasse la shrita du côté scie. On a vu également dans la Mishnah qu'il y a des outils, des couteaux qui sont disqualifiés totalement, tels que Magal Katsir, la faucille qui peut servir pour la moisson. Ou bien Megera, la scie, à plus forte raison, une scie. C'est sûr que ce n'est pas cachère. Pourquoi la faucille? La faucille, c'est également dentelé, sauf que c'est un petit peu, comment on appelle ça, un peu incliné. Les dents sont un peu plus inclinées. La Gemara nous raconte, elle nous dit comme ça. Avoua di Shmuel, pagam veshadar, pagam veshadar, shalhoule bemegera shaninu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père de Shmuel a envoyé poser la question aux Hachamim d'Eretz Israël. Il leur a demandé, Rabotai, je voudrais un enseignement pratique. La théorie, je la connais, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau de la pratique. Voilà, je vais vous envoyer un couteau avec plusieurs sortes de pégimotes, plusieurs sortes de failles, d'encoches, d'entailles. Et à vous de me dire laquelle pégima est cachère, laquelle pégima n'est pas cachère. Shalhoule, ils lui ont envoyé une réponse en lui disant voici la règle. Kamegera shaninu. Si tu veux savoir quel est le principe, quelle est la pégima, la faille qui fait que le couteau n'est plus cachère, eh bien c'est si ce couteau ressemble à Megera, c'est-à-dire une scie. Regardez Rashi, les deux dernières lignes de Rashi. Kamegera shaninu, shepgimoteha mechuvanot le'omkan, veyesh lapgam shne oktzim. כשאתה מוליך ציפורניך מסוף הסכין לראשה, ציפורניך חוגרת בעוקץ של צד הראש, וכשאתה בודק מראשה לסופה, ציפורניך חוגרת בעוקץ של סופה. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pégima, une entaille, qui correspond à ce qu'on appelle Megera, une scie, c'est lorsque c'est une faille, une pégima qui est en forme triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a une faille, une ouverture, une fente, et il y a deux côtés. Puisque dans une scie, les dents de scie, qu'est-ce qu'on a? On a une faille et on a deux rokatsim, deux pointes. Si je vais prendre un tableau, comme ça sera plus clair. Merci beaucoup. Non, mais c'est surtout le crayon qu'il faut. Oh, c'est bon, j'ai besoin juste...
C'est des arrondis. Alors, ici, ça c'est un couteau de shrita. Et vous voyez ici que la pgima, elle est triangulaire. Je l'ai fait très grande comme ça, c'est clair. Ça peut être aussi comme ça. D'accord ? C'est quoi le principe ici ? C'est qu'on a deux pointes. Là une pointe et là une pointe. D'accord ? Et donc lorsqu'on fait passer le couteau sur le coude de la bête, on va voir que cette pointe-là, elle va accrocher, elle va affaiblir et fragiliser les simanim. Et ensuite, on va avoir la deuxième pointe qui va déchirer les simanim. Donc, comme on va voir tout à l'heure, que chacune des pointes va agir de manière négative sur les simanim pour que la shrita soit disqualifiée. Pour disqualifier la shrita, on va voir ici une déchirure des simanim et non pas une coupure des simanim. La trachée et l'œsophage seront déchiquetés parce que nous avons ici l'effet des deux pointes. Et c'est ça ce qu'on appelle kamegera. Comme en dents de scie, puisque c'est ce qui se passe dans une scie, on a toujours deux pointes. Donc ils lui ont dit, voilà le principe. Hoger, ça vient du mot cendre. Comme lorsque on met une ceinture autour de la taille, on est hoger. Hoger, c'est-à-dire se cendre. Eh bien, la même chose. Là, on va voir que quand on met on fait passer l'ongle sur la lame du couteau, eh bien, dès qu'il y a une faille, l'ongle va rentrer à l'intérieur de cette faille, cette fissure, et l'ongle sera bloqué. Pourquoi ? Parce que c'est comme une ceinture autour de l'ongle. Hogeret. La pegima, elle est hogeret. L'entaille, la fissure, elle entoure l'extrémité de l'ongle, comme une ceinture qui entoure la taille. C'est pour ça que ça s'appelle hogeret. Alors maintenant, la Gemara nous dit, je tourne la page, Tanu Rabanan, Baraita, Sakin sheshba pegimot harbe, tidon kemegera, veshe'en ba el pegima ahat, ogeret pesula, mesursechet keshera. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le sakin a plusieurs pegimotes, alors, s'il y en a plusieurs, ça ne change absolument rien. Quelle est la sorte, la catégorie de pegima ? Que ce soit une pegima qui soit ainsi, d'accord ? Une pegima qui soit de cette manière, ou bien une pegima qui soit autrement. On va voir tout de suite dans la Gemara c'est quoi la deuxième, mais pour anticiper, pour pas que ce soit difficile, j'anticipe. D'accord ? Ça, c'est le couteau. Imaginez-vous une pegima qui n'est pas sous forme triangulaire avec deux pointes, mais une pegima qui est comme ça. Non. C'est la même chose. Un côté incliné, un côté droit. Voilà, bravo. Un côté incliné, un côté droit. Ici, c'est triangulaire. Et ici, c'est un demi-triangle. Ça veut dire qu'ici, c'est droit. Et là, c'est incliné. D'accord ? Quelle est la différence ? On va voir tout de suite la différence. Il y a toujours deux points. Alors, on va voir tout de suite. Sakin sheshba pegimot harbe tidon kamegera. Si dans le sakin, il y a plusieurs pegimot, il y a plusieurs fissures, alors c'est considéré comme megera. C'est quoi megera ? Une scie. Donc ce n'est pas kasher. Veshe'en ba ela pegima ahad. Par contre, s'il n'y a qu'une seule pegima, une seule fissure, alors ça dépend. Si elle est ogeret, alors le sakin est psula. Si elle est mesursechet, alors le sakin est kshera. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux sortes de pegimot. Pegima ogeret et pegima mesursechet.
Si c'est une pegima qui est ogeret, même une seule pegima déjà rend le couteau non kasher. Mais si c'est une pegima qui est mesur sechet, alors le couteau est encore kasher. Qu'est-ce que ça veut dire mesur sechet et qu'est-ce que ça veut dire ogeret? C'est la question d'Agmara. Hechidamia ogeret, hechidamia mesur sechet. Amar Rabbi Elazar, ogeret, bishte ruchot, mesur sechet, meruach ahad. C'est ce qu'on vient de dire. Lorsque nous avons deux pointes, alors en effet, ça s'appelle pegima ogeret. Oger, comme ma'agar. Ma'agar, c'est-à-dire un endroit, un renfoncement où on peut entasser des choses. D'accord? Tu mets ton ongle, eh bien l'ongle, il est égard dedans. Il est gardé à l'intérieur. Pas mal. Un hangar, bien. Alors, mais sinon, si c'est mesur sechet, qu'est-ce que c'est mesur sechet? C'est lorsqu'il y a qu'un seul côté où on a la pointe. On n'a pas deux côtés. Alors dans ce cas-là, là ici, c'est pas très bien fait. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Parce que ici, vous ne voyez pas du tout la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Ça c'est pas un bon dessin que j'ai fait du tout. Vous voulez un bon dessin? Voilà un bon dessin. C'est pas pareil là. Là, on a une seule pegima. Là, on a une seule pegima. Parce que ce que j'avais fait avant, c'est toujours deux pegimotes. On voyait pas trop la différence entre ça et ça. C'était toujours une pegima. Que ce soit triangulaire ou un demi-triangle, que ça change. Non, ici, on a une courbe droite, une ligne droite, et ensuite, on a des nivelés. Alors là, ça s'appelle une pegima qui est, comment elle s'appelle celle-là? Mesur sechet, bravo. Tandis que celle-là, comment elle s'appelle? Ogeret. Ogeret, mesur sechet. Bravo. Alors voilà, la Gemara nous dit comme ça. Maishna mishte ruchot, de mursha kama mahalish, ou mursha batra bazar, meruach achat nami, chorfa de sakina mahalish, mursha bazar. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as gagné en me disant que... Qu'est-ce que tu as gagné avec une seule? Pourquoi tu me dis que ça c'est cachère? Si ça ce n'est pas cachère, pour quelle raison ça ce n'est pas cachère? Parce qu'on dit que il y a une première pointe et une deuxième pointe. La première pointe, elle fragilise les simanim. La deuxième pointe, elle déchire les simanim. Eh bien là aussi, je pourrais te dire que la lame fragilise et la pegima déchire. Quelle différence entre ce cas et ce cas? Non, C'est-à-dire, mais en coupant, ça veut dire elle a ouvert le chemin, elle a, ici, cette partie-là, elle a coupé la peau, la chair qui était sur la trachée, et ensuite arrive ça, et arrive la partie angle droit, et ça va déchirer. Alors quelle différence? Le chemin est déjà ouvert, donc il va déchirer beaucoup moins. Ça ne change pas, même déchirer un peu, ça suffit pour disqualifier. La shrita, c'est la couchée d'Agmara. Quand vous avancez comme ça, vous avez la partie droite ici. Après, vous avez en fait, après, il va y avoir comme un écrasement, parce qu'en fait, vous allez plus avoir le système d'arrachement, mais d'écrasement par rapport à la vous rapprochez de la réponse. L'Agmara dit des Kaïm Arecha des Sakina. En fait, l'histoire, c'est là. C'est que c'était Arecha des Sakina. Qu'est-ce que ça veut dire Arecha des Sakina? Au début du couteau. Comme quand étant donné que c'était ici, Berecha des Sakina, lorsqu'il a commencé justement avec la partie qui déchire. Mais la partie qui a déchiré, elle a déchiré que la peau. Et la peau de la bête. Ou la membrane, la fine pellicule qui est au-dessus des simanim. Mais ensuite, quand on arrive aux simanim même, les simanim ne sont pas déchiquetés, ils sont coupés par la suite du couteau.
Eh ben, c'est ça le inyan. Dekaim aresha de sakina. Étant donné que la pegima se trouve au bout du couteau, et donc ce n'était pas comme on a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'un seul mouvement. Il n'y a pas eu deux mouvements, il a fait qu'un seul mouvement. Et par conséquent, comme il a fait un seul mouvement, et c'était au début que la bête était en contact avec la pegima, c'était au début. Donc, cette partie pegima, elle se trouvait sur la peau, pas à l'intérieur, au niveau des simanim même. Donc, il n'y a pas de problème. Ça dépend pas de la longueur. Mais il y Hein? a une La pénétration. longueur du couteau. Mais il y a une pénétration là. Alors là, regardons exactement la question. La Gemara pose votre question. Elle dit sauf ki azla mahlesha, ki ata baza. Mais après tout, il y a une pénétration. C'est-à-dire que à l'aller, il y a l'aller, le retour. Comment on fait une shrita? Aller, retour. Alors ok, à l'aller, il ne l'a pas touché. Mais après, au retour, la Gemara dit kegon sheholich velo evi. Il s'agit du cas où il a fait un mouvement d'aller sans retour. Mais bien sûr que ça dépend de la longueur du couteau. Comme vous l'avez si bien dit, bravo, vous vous souvenez de tout, je vois. Alors, c'est vrai que, en effet, on avait vu que le couteau, s'il est très petit, alors il faut faire aller-retour, aller-retour, aller. Mais s'il est long, comme 2 fois l'épaisseur du cou, la largeur du cou de la bête, alors dans ce cas-là, ça suffit de faire un seul mouvement, soit aller ou soit retour, eh bien ça suffit, soit mollir, soit mévi, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de longueur dans le couteau pour que ce soit holacha vehova. Même dans un seul mouvement, même dans un mouvement d'une seule direction. Il y a un nombre maximum de mouvements. Non. Il y a un nombre maximum. Non. Même toute la journée. Jusqu'à ce qu'on arrive au simanim. Au rov des simanim. Il a juste un petit canivre. Il peut le faire. Toute la journée jusqu'à ce qu'il arrive au rov. Elles ne sont pas la bête comme ça. Hein? Non, Vous êtes trop sentimental. elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. La Gemara nous dit comme ça. Amarava, Shalosh Midot Basakin. Rava nous dit il y a trois niveaux dans le sakin. Ogeret, Loishhot, Veim Shahat, Shehitato Psula. C'est-à-dire, un couteau qui a une pegima de forme triangulaire, faut pas être shohet. Et s'il a fait la shrita avec, pas kasher. Deuxième catégorie de pegima, c'est mesur sechet. Lo yishhot ba lechatchila, veim shahat shehitato kshera. C'est-à-dire, c'est ce cas-là. On a dit que lechatchila, faut pas, mais bedi avad, comme c'était à l'extrémité du couteau, bedi avad c'est kasher puisque il n'y a pas eu de déchirure des simanim. Il y a eu des déchirure de la peau d'en haut, mais pas des simanim, puisqu'au moment où il a commencé, c'était au niveau superficiel. Alors la shrita bedi avad, elle est kasher. Troisième cas, c'est un couteau qui est comment? Un couteau qui est comme ça. J'exagère un peu. Il y a des vagues. Voilà, il fait des vagues. Il fait des vagues. Ceux qui voient la bête, Ça, c'est pas romantique. Je vais ils ne peuvent pas intervenir. Telle chance. Imaginez-vous ce couteau-là, regardez en bas. Ce couteau-là, celui-là, est-ce qu'il est cachère? Eh bien, il est cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'angle droit. Puisqu'il n'y a pas d'angle droit, la shrita est kshera. Comment ça s'appelle? Rolé veyored. Alors, résumé. La pegima qui est ogeret, quel est le din, aidez-moi? Lo yishhot, ibim shahat shechitato psula. Deuxième cas, comment il s'appelle? Mesur sechet. C'est quoi mesur sechet? C'est un angle droit que d'un seul côté. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Lo yishhot lechatchila me bedi avad kasher. Ensuite, olevi yored, comme des vagues, mais pas angle droit, c'est bon, c'est kasher. Alors la Gemara nous dit, Amar le Rav Huna bere de Rav Nehemia le Rav Ashi, Amart lan mishmeh de Rava, mesur sechet pesula. Vea Amar Rava, mesur sechet keshera. Je comprends pas. Rav Huna, le fils de Rav Nehemia, a dit à Rav Ashi, toi tu nous as dit au nom de Rava
qu'un couteau qui est mis sur sechet, c'est pas sous le même bédiravat, c'est pas kasher. Pourtant, Rava lui-même nous aurait dit que c'est kasher. On vient de voir maintenant, Amar Rava, Shalosh Midot Basakin. Il y a 3 sortes de sakin, de pegimot. Il a dit que Mesur Sechet, c'est kasher. Alors comment tu nous as dit le contraire au nom de Rava? La Gemara dit la kashia. Kan ksheolir vehevi, kan ksheolir velohevi. Répétons, ce sakin-là n'est pas clair, excusez-moi. Ce sakin-là, on avait dit que c'était une pointe qui se trouve à l'extrémité. Alors, quand il a fait qu'un seul mouvement, c'est bon. Mais quand il a fait aller-retour, dans ce cas-là, la deuxième fois, tac, il déchire. Très bien. Maintenant, la Gemara... C'est pas angle droit. Il n'y a qu'une pointe, pourquoi ça gêne? Comment? Si c'est pas angle droit, ce cas-là. Parce que c'est le retour. C'est le retour. Donc je pense que ce cas-là, vous avez un angle droit, si plutôt que ce soit angle droit, que ce soit un angle comme ça, ça changerait. C'est toujours pas kasher. Non, Non, dans la mesure où il a fait le va-et-vient. Donc la deuxième fois, il a déchiré. La première fois, il va faire rentrer ça dans le trou de la bête, et qu'au contraire, si c'est en angle comme ça, s'il le fait en une seule fois, donc vous avez raison, que même en 2 fois. Ici en 2 fois, cette pointe, ça j'essaie de comprendre, cette pointe va rentrer, parce que c'est un angle droit. Ici un angle oblique, ça ne changera rien, c'est fait pas mal. Alors, au contraire, ce sera dans le mouvement de la... un angle oblique, ça dépend comment vous l'appelez oblique. Jusqu'où Si c'est la vague, il n'y a pas du tout d'angle. Mais s'il y a un angle, ça déchire. Ah. Je disais que là, au lieu que ce soit droit, ce soit comme ça. Ça fait un angle et ça déchire. Ouais. J'avais l'impression que c'était plus doux quand même. Non, quand c'est comme ça, alors là, c'est enlève yored. Mais si il y a une pointe, à partir du moment où il y a une pointe, alors ça déchire. Amar les Rav Aha bere de Rav Ivia les Rav Ashi Damia les Sasea Maï. Quel est le digne d'un couteau qui ressemble à une gerbe de blé? C'est-à-dire, quand vous touchez le sommet des gerbes, vous sentez que c'est pas lisse. Ça accroche. Ça accroche. Là, ici, pareil, le couteau, il n'est pas avec une pegima claire que tu peux définir. C'est-à-dire, ton ongle, il passe dessus, mais pas halak. C'est had, mais c'est pas halak. Il y a une sensation de retenue, même si ce n'est pas vraiment une faille triangulaire où l'ongle est hoger, où il y a une hagira. Il n'y a pas de hogeret ou de hogeret. C'est juste un petit peu retenu. Ça, c'est A. Comme une gerbe de blé où quand tu passes dessus ta main, tu sens que ça accroche. Amarle, man yahivlan mi bisre ve achlinan. Il lui a dit, c'est kasher. Comment il lui a dit que c'est kasher? Il lui a dit, moi je veux bien en manger. Moi je veux bien en manger de cette viande. En d'autres termes, c'est kasher. Encore. Amar Rav Hizda minayin libdikat sakin minatora shenema ushhatem baze va'achaltem. Shaoul HaMelech a fait l'abdika du couteau, il leur a donné et il leur a dit faites la shchita avec pour faire le korban shlamim, n'est-ce pas? Donc on voit qu'il a fait l'abdika et il leur a dit ushhatem bazé, avec ce couteau dont j'ai fait l'abdika. La Gemara dit pshita kevan dechina kav trefa ba yabdika, je comprends pas. Tu as besoin d'un pasouk pour démontrer que le couteau doit être vérifié au préalable, mais c'est évident, puisque si on ne va pas faire l'abdika, tu ne sais pas si le couteau est bien fait. Alors comment tu peux manger d'une viande avec un couteau n'importe lequel? Réponse, les hacham ka'amrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne suffit pas de faire l'abdika nous-mêmes, il faut la donner à hacham, que lui valide et certifie. La Gemara dit, ah bon, c'est ça ce que tu apprends de là? Tu apprends du passouk que Shaoul HaMelech, qui était un hacham, et qui a fait l'abdika, qui leur a donné le couteau, en disant,
Ushhatem bazé va'achaltem. Sous-entendu qu'il faut absolument qu'il y ait une certification du Hacham qui valide que ce couteau est bon. Pourtant, Rabbi Hanan nous a enseigné. Ve'amar Rabbi Hanan. Lo amrou le'arot hasakin la'chacham ela mipnei kevodo shel chacham. C'est-à-dire que Rabbi Hanan nous a dit que toute la raison pour laquelle il faut montrer le couteau au Hacham, c'est juste par kavod, pour montrer qu'il y a une hiérarchie. D'accord ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'abdika pour lui-même, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de montrer au Hacham. Pourquoi alors faut-il montrer au Hacham ? C'est parce que c'est une... Pourquoi ? Parce qu'on est intéressé qu'il soit caché. Donc on le gamme à d'abord. Mais je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un businessman. C'est pour moi et j'invite des gens à ma table. Moi je suis shohet, je fais la shrita et je donne aux gens. Quelle est la Nogia Badabar ? Je veux que mon couteau soit cachère. J'ai pas envie de me prendre la tête à qu'il soit cachère. À d'intérêt. trouver quelqu'un, c'est compliqué. On a une règle. Aed ehad ne'eman be'isurim. La Torah fait confiance même à la personne elle-même. Prenons l'exemple. La femme, Nida, comment elle devient Théora ? Eh bien, elle dit à son mari, j'ai fait les bdikot, j'étais au mikvé. Il peut lui faire confiance. La Torah dit oui, fais-lui confiance. Vesafrala. Elle va, elle, compter les 7 jours. Mais comment tu comptes sur elle ? Il n'y a pas de témoins. La Torah dit pas besoin de 2 témoins. Pour les Isurim, la personne toute seule, elle est crédible. Elle est fiable. Par conséquent, pour quelle raison faut-il donner le couteau au Hacham ? Il faut que le Hacham valide la kashrut du couteau de Shrita, qu'il n'y ait pas de bgimot. Mais ça, c'est pas nécessaire. Selon la règle absolue, on vient de le dire, c'est kasher même sans cela. Alors pourquoi faut-il montrer le couteau au Hacham ? Mipene kevodo shel Hacham. C'est juste par hiérarchie. Il y a un moré ora'a dans la ville, tu lui fais kavod. Il y a une différence quand même entre quelqu'un, le mari et la femme, donc il y a qu'une seule personne qui est touchée, il y a une confiance entre eux, donc celui qui met sa à Rabbi. Ça change rien. Tu vois que... Je peux faire confiance à un chochet quand la moindre erreur, ce sont des dizaines de juifs qui ont mangé mon cachet. Si vous invitez pour la Dafina 10 personnes à table, ces gens-là, ils ont mangé de quelle shrita ? De ce que vous avez fait vous. Vous avez fait la shrita, vous avez fait le nikour, et tout le monde mange à votre table. Ils ont le droit de manger, mais qui dit que vous avez bien fait la shrita ? Qui dit que vous avez bien fait, que vous n'avez pas mélangé du lait dans la viande ? La Torah nous dit qu'on peut faire confiance. Et à partir de qui on l'a appris ? On l'a appris à partir de la Nida. Parce que la Nida, ce qu'elle fait, ça concerne son mari. Ça ne concerne pas qu'elle toute seule. Son mari peut être Hayav Karet. Nahon, ça veut dire que lui, il peut être Shogeg, mais en tout cas, c'est une Avera très grave qui peut être passible de Karet. Et pourtant, la Torah dit, fais-lui confiance. Mais ça ne touche pas les invités. Pourquoi ? Parce que Le mari, c'est pas un invité ? non, mais en dehors du mari, s'il y a d'autres. Eh bien, c'est un invité, le mari. Quelle différence entre 1 ou 2 ou 10 ? Les autres sont aussi des invités. Alors, la Gemara, vous avez compris ce que je veux dire ? Oui, oui. Nahon. Il n'y a pas de conflit d'intérêt par là. Comment ? Entre le chochet qui vend sa propre viande, qui est chochet lui-même et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt ? Non. Et pour ça, on peut douter de sa cache-route. Comme des cas se sont passés. Oui, aujourd'hui, en effet, c'est pour ça qu'on exige une cache-route. Pour ça qu'aujourd'hui, on exige une cache-route, une validation du rabbinat. Parce que nous craignons qu'il y ait des conflits d'intérêts, en effet. Donc Comme il y a témoin. oui, mais ça, c'est par rapport au business. Quelqu'un qui fait du business, c'est déjà une autre chose, quelqu'un qui fait du business. Mais même quelqu'un qui fait du business, on va voir, il y a Uman, Lomara, Umanouté, il y a toutes sortes de règles qui font que. Mais sinon, dans l'absolu, un Ben Israël, jusqu'à preuve du contraire, est crédible. Aed ehad ne'eman be'isuri. La Gemara nous raconte, B'maharava bat kela be'shimsha, B'neardea bat kula be'maya, Rav Sheshet badagla berish lishne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'il faisait l'abdika du sakin ? Alors nous, on a parlé de l'ongle. On passe l'ongle et si ça bloque, c'est qu'il y a un pgima. Mais figurez-vous qu'il y avait toutes sortes de techniques
pour vérifier la cacheroute du couteau. En Eretz Israël, il vérifiait ça à la lueur du soleil. Comment ça? Il mettait la lame vers le haut, en face du soleil. S'il y avait un reflet au niveau de la pointe, parce que s'il y a une faille, alors là, ça casse. Là, il y a une réverbération. Eh bien, à ce niveau-là, il pouvait comme ça retrouver la pégima. D'autres disent qu'il prenait le couteau, il le mettait de manière horizontale, et le soleil qui tape sur le couteau fait de l'ombre sous le couteau. Eh bien, au niveau de la terre, comme on le sait, on sait que le soleil, on avait appris ça dans Maseret Souka, vous vous rappelez, Zouza Mele'il, Keistera Miletahat. Lorsque j'ai un petit trou là-haut, au niveau de l'ombre et au niveau du soleil, il y a un plus grand trou. Alors il mettait comme ça, il y avait un zoom au niveau de l'ombre et de l'éclairage du soleil. Au niveau du sol, on pouvait vérifier la pégima. Aujourd'hui, c'est pas utilisé cette méthode? Ils préfèrent l'ombre? C'est ça. Alors, ma question est inverse. Pourquoi à l'époque, ils ne faisaient pas avec l'ombre, tout simplement? On va Léat. Benéardéa Batkula Bemaya. À Néardéa, dans la ville Néardéa, comment est-ce qu'ils faisaient? Avec l'eau. Comment l'eau? C'est que ils effleuraient la surface de l'eau avec la lame. Au niveau du tranchant de la lame, ils faisaient passer doucement sur l'eau. Et s'il y avait une pégima, ça faisait comme une vague au niveau de la pégima. Ça... Les samouraïs, quand ils testaient le rare sur la pub, on vérifiait si c'était. Au fil de l'eau. C'est des chameaux. Un chameau, Ou bien, il y a ceux qui le prenaient comme ça, il y a notre pirouche, qui disent qu'il prenait une goutte d'eau et il la faisait couler comme ça gentiment en prenant le couteau Béalarson en oblique, en diagonale, et il faisait passer la goutte comme ça sur la lame du couteau. S'il y avait une faille, ça retenait la goutte. Encore, la Gemara nous dit Besura Ambre Bisra Achla, excusez-moi. Rav Sheshet Badagla Berish Lishne. Encore une technique. Rav Sheshet, lui il était aveugle. Oui, mais il aurait pu faire avec l'ongle. Il le faisait avec quoi? Avec l'extrémité de la langue. Il passait. Ah oui, t'as raison. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'allait pas couper la langue avec la lame, mais ça veut dire en passant sur le flanc du couteau, sur le côté, au niveau du tranchant, il fait passer doucement sa langue, et si jamais il y a une faille, il va ressentir, parce que la sensibilité de l'extrémité de la langue est encore plus intense et plus forte que d'autres membres. Rav Aha bar Yaakov badakla bechuta se'ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il prenait un cheveu. Rav Aha bar Yaakov, il prenait le cheveu, il le faisait passer comme ça, sur le flanc du couteau, à proximité du tranchant. Et si jamais il y avait une faille, eh bien, le cheveu allait bloquer au niveau de la faille. Le cheveu allait s'arrêter au niveau de la pégima. Et c'est comme ça qu'on pouvait savoir s'il y avait une pégima ou pas. Ouais. Encore une technique. Besura Amre, Bisra Achla, Bisra Livdeka. Qu'est-ce que ça veut dire? Le couteau, il coupe quoi? Il coupe de la chair. Alors il disait, puisque le couteau va manger la chair de la bête, pour faire la vérification si ce couteau n'a pas de pégima, eh bien on va le faire avec de la chair. C'est-à-dire soit le bout de la langue, soit le bout du doigt. Il y a une grande aussi forte sensibilité au niveau du bout du doigt. Tu touches, et donc tu fais passer lentement au niveau du flanc du couteau,
au niveau du tranchant, et là, si jamais il y a une pégima sur la lame, eh bien, tu vas ressentir ça en passant ton doigt sur le flanc du couteau. Bien sûr, pas sur la lame, mais à côté, et c'est là que tu vas ressentir la pégima. Ça veut dire que l'Amrina, il a fait une halakha par rapport à tous ces... Non, non. Hein? Non. Ça veut dire que eux aussi... Non, il dit bistra, akhra, bistra. Ça veut dire ceux qui sont là en action de l'eau et de ceux-là. Oui, oui. Il n'y a que ça. Il a raison, Rabbi Mesaud, c'est que Soura ont choisi, ont préféré, de parmi toutes ces techniques, ils ont préféré cette technique, en disant que celle-là, c'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que l'effet du couteau sur la chair de la bête, c'est l'effet du couteau sur notre chair. Et donc, si tu ressens la pégima avec ta chair, avec ta langue ou avec le bout de ton doigt, eh bien, la bête aussi va ressentir cette pégima. Donc, ce sera une déchirure plutôt qu'une coupure. Et comme nous, on ne veut pas déchirer les simanim, alors il faut que ta chair à toi n'ait pas ressenti de pégima quand tu as passé ta langue ou ton doigt. Sinon, parce que si toi tu as ressenti, forcément la chair de la bête aussi va ressentir. Donc ce sera une déchirure des simanim. Donc à Soura, ils ont tranché que c'est comme ça qu'il faut faire. Bisra achla, be bisra livdeka. Amar Rav Papa, tzricha bedika abisra ve atufra. Lui, Rav Papa, il exige les deux. Il dit, il faut d'abord bédika avec la chair, et aussi avec le tziporen, avec l'ongle, excusez-moi, pardon, avec l'ongle, et atlata ruhata, et aussi des trois côtés, c'est-à-dire, tu fais passer ton ongle sur la lame, si jamais ça bloque, c'est qu'il y a une pégima, mais aussi sur le flanc des deux côtés, de manière à ce qu'on ait trois côtés du couteau qui ont été vérifiés. Tlata, ruhata. Trois côtés, en face et les deux flancs. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une pégima, si ce n'est pas au niveau de la lame elle-même, il pourrait y en avoir sur le côté de la lame, sur le côté du tranchant. Et en quoi ce serait problématique ? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi ça pourrait être problématique ? Hein ? Bravo. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être excellent. Bravo. C'est-à-dire que... Mais la coupure précède. Hein ? La coupure précède. Oui, mais on dit que la cicatrice derrière le côté chaud de la... Aïe, 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 bravo. Hazak ou Baruch, bonne mémoire. Où est-ce qu'on avait appris ça ? Avec le couteau. Excellent. Kol hakavod. Alors, d'abord, je voudrais juste comprendre pourquoi est-ce que Rav Papa exige une bédika pas seulement avec le bassar, mais aussi avec le tziporen. Ou l'inverse, pas seulement avec le tziporen, mais aussi avec le bassar. Qui peut me dire pour quelle raison il faut les deux ? Un type de sensibilité, des fois, tu ne vois pas de la même manière. Pour la personne. Alors, il faut rejoindre ce qu'on a... Rav Papa. Rav Papa, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Il avait dit, puisque le couteau il va couper de la chair, il faut vérifier le couteau avec la sensibilité de la chair. Mais, comment il s'appelle ? Ça c'était, excusez-moi, ça c'était Asura. Mais Rav Papa rajoute, il dit, il n'y a pas que de la chair. Il n'y a pas que l'œsophage. L'œsophage, c'est un tuyau, c'est un conduit qui est fait avec une membrane qui est tendre. C'est de la chair. Mais il y a aussi le canet. Le canet, c'est la trachée. La trachée, elle est composée de deux parties. Il y a la membrane, mais il y a également les anneaux. Ces anneaux, c'est fait avec du cartilage, ce cartilage-là qui est dur. C'est comme un os. C'est la raison pour laquelle il faut passer l'ongle par rapport au canet et passer la chair, le bout du doigt ou le bout de la langue par rapport à l'œsophage. Alors, répétons. Tlata ruhata, ça ne suffit pas de s'assurer qu'il n'y ait pas de faille au niveau de la lame, il faut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de faille au niveau des ruhot, c'est-à-dire à droite et à gauche
des deux côtés de la lame. Ikade amre, abisra ve'atufra ve'atlata ruhata. Pardon. La question qu'il lui a posée, il lui a dit Amar le Ravina le Ravashi, Amar lan Rav Sama bedre de Rav Meshar, Shia Mishmach de Amart le Mishme de Rava, Tzricha bedika bisra ve'atufra ve'atlata ruhata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravina a dit à Ravashi, Rabbeinu, il y a un Rav qui s'appelle Rav Sama, le fils de Rav Meshar Shia. Il nous a dit en ton nom à toi, Ravashi, que tu lui aurais dit, au nom de Rava, que l'abdika doit se faire obligatoirement avec bisra et toufra, avec la chair et avec l'ongle. En plus, atlata ruhata. Et sur les trois côtés, c'est-à-dire sur la lame et des deux côtés du flanc du couteau. Alors on lui a dit, c'est vrai ça? Il lui a dit, non, c'est pas précis. Amarle, abisra ve toufra amre, atlata ruhata lo amre. C'est vrai que je lui ai dit au nom de Rava qu'il faut une bédika, il faut une double bédika, avec l'ongle et avec la chair, mais je ne lui ai pas dit qu'il faut le faire des 3 ruhot. Ça suffit de vérifier la lame. Ikade amre. Deuxième version, il lui a dit Abis rave atufra ve'atlata ruhata amre, mishme de Rava lo amre. C'est pas précis ce qu'il t'a dit. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, qu'il faut une double bédika, toufra ve'bisra, et aussi sur les 3 côtés. Mais j'ai pas dit ça au nom de Rava. Je lui ai dit c'est halakha, mais pas au nom de Rava. Donc c'est pas précis comment il t'a retransmis. Ok. Maintenant la Gemara raconte une histoire. Ravina verava habere de Rava havu yatve kame de Rav Ashi. Ravina et Ravaha, le fils de Rava, se trouvaient devant Rav Ashi. Aitu sakin nekame de Rav Ashi libdeka. Voilà qu'il y a eu un shohet qui est venu, qui a apporté un sakin devant Ravashi pour faire l'abdika. Amarle le Ravaha bere de Rava, bidka. Alors, Ravashi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Ravaha bere de Rava, qui était l'un des 2 rabbanim qui étaient présents, il lui a dit, fais-toi l'abdika. Badka, atufra ve abisra, ve atlata ruhata. Comment il a fait l'abdika? Avec l'ongle, avec sa chair, le bout du doigt ou le bout de la langue, et sur les 3 côtés. Amarle. Alors Ravashi a dit à Ravaha bere de Rava, il lui a dit Yachar. Chen amar Rav Kahana. Il lui a dit Yachar kochach. Kol hakavod lecha, bravo. C'est comme ça qu'il faut faire l'abdika. Et c'est comme ça que Rav Kahana nous a enseigné. Rav Yemar Amar, il y a un Rav qui s'appelait Rav Yemar. Il a dit comme ça. Atufra ve abisra tzricha, atlata ruhata la tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il dit, je suis d'accord pour une chose, mais pas pour l'autre. Je suis d'accord qu'il faut faire l'abdika avec l'ongle et aussi avec le bassar. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit nécessaire de faire l'abdika des 3 côtés. Mitlata ruhata, il est suffisant de faire l'abdika au niveau de la lame, mais pas au niveau des côtés. Pour quelle raison? Milo amar abizera amar Shmuel, li ben sakin ve shahadba shhitato kshera, shehiduda kodem le libuna, ve kashialan, ha'ikat dadin, ve amrinan, betashhita mirvach ravah, hachanami, betashhita mirvach ravah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, la preuve que j'ai, qu'on n'a pas besoin de faire l'abdika des flancs du couteau, parce que ça ne sert à rien. Quel est le risque? C'est que ça déchire les simanim. Quel est le risque? C'est que les failles qu'il y a sur le flanc déchirent les simanim. Excuse me, on a déjà appris une halakha. Quelqu'un qui aurait chauffé à blanc un couteau, et ensuite il a fait la shrita. Est-ce que on va considérer qu'il a brûlé les simanim et donc c'est nevela? Ou bien on va considérer qu'il a coupé avec le couteau et donc c'est kasher? Vous m'auriez dit, il a fait les deux. Il a coupé et il a brûlé. Et étant donné que, une seconde, étant donné que qu'il a aussi brûlé,
Et quand est-ce qu'il a brûlé? Il a brûlé avant d'arriver au rov. Parce que nous avons une halakha que on n'a pas le droit de rendre la bête nevela tant qu'on n'a pas rompu le rov des simanim. Je m'explique. Imaginez, vous voyez un shohet qui est avec son couteau sur le cou de la bête. Il fait va et vient, va et vient. Combien de temps il lui faut pour arriver jusqu'au rov des simanim? Imaginons, il lui a fallu par exemple 10 secondes. Il lui a fallu 10 secondes pour arriver à couper le rov des simanim. D'accord? Va et vient, sans s'arrêter. En attendant, arrive quelqu'un. Il prend par exemple une aiguille, il se met à côté du shochet et il enfonce l'aiguille dans l'œsophage, à côté du shochet. D'accord? Le shochet, il coupe ici, lui, il se met à 5 cm à côté, il enfonce dans l'œsophage. D'après vous, cacher ou pas cacher? Bravo. Ça dépend où est-ce qu'il a mis le truc. Pas cacher. Pourquoi ce n'est pas cacher? Car tant que l'autre n'a pas terminé de couper le rov des simanim, cette bête s'appelle encore non shritée. Tant qu'elle n'est pas encore shritée convenablement, elle peut devenir tréfa. Un trou dans l'œsophage, on l'a déjà appris, ça rend tréfa. Alors, de ce fait, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que le couteau brûlant, chauffé à blanc, qu'il a utilisé pour la shrita, lui-même va rendre la bête tréfa? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au début, il va commencer par couper. Mais quand tu vas introduire le couteau à l'intérieur des simanim, puisque les deux flancs du couteau sont brûlants, c'est brûlant, c'est chauffé à blanc, tu crois que c'est rouge encore. Normalement, on devrait considérer que ça a brûlé l'œsophage, on l'a traché, avant même qu'on ait terminé le rov des simanim. Pourquoi, malgré tout, Shmuel a dit que c'est caché? Parce qu'il a dit « Hidouda kodem lelibuna ». La lame tranchante du couteau, elle précède la brûlure. Mais alors, ça répond pas, ça brûle quand même. Réponse « Bet ashchita mirvah ravah ». Étant donné que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé les animaux, il a créé ces deux conduits, la trachée et l'œsophage, de manière à ce qu'ils soient tendus entre le haut de ces conduits, du canet et véchette, qui sont rattachés à la tête, et le bas de ces conduits, qui sont rattachés au poumon. Eh bien, poumon est l'appareil digestif, le véchette, appareil digestif, canet, appareil respiratoire. Donc en haut et en bas, c'est tenu et tendu. Puisque c'est tendu, dès que tu commences à couper, betashchita mirvah ravah, immédiatement ça s'écarte. Les deux côtés, les deux parois s'éloignent l'une de l'autre très rapidement. Et donc il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus aucun contact entre les parois de canet véchette et le flanc du couteau. Donc le flanc du couteau ne va pas brûler les côtés, les parois. Ah, alors on a compris, c'est exactement pareil par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut faire vérification mitlata ruhata, des trois côtés, la lame et les deux flancs. Tu n'as pas besoin de vérifier les deux flancs. Pourquoi? Les deux flancs, même si il y a là-bas une faille, ça ne peut pas déchirer les parois de canet et véchette. Pourquoi? Parce que les parois s'éloignent immédiatement l'une de l'autre, et donc il n'y a plus de contact avec le flanc du couteau. Il n'y a pas que le canet et le véchette, il n'y a pas encore simanim qui lui n'est pas tendu. Parlez en français, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Il n'y a comme simanim que le canet et le véchette. Et le feu, il peut le faire. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Matok Shalita? Non, quand tu coupes à la bête, est-ce qu'il y a que ces deux simanim à couper ou il y en a d'autres derrière une bête ou je ne sais pas quoi? Il n'est pas tendu. Baruch Haba, ça fait 15 jours qu'on étudie Houlin. Les vridim. On les fait un prix. Non, il n'y a que deux simanim, Baba. Ok? Il y a une question qui quand même reste à poser. Lorsque la lame est chauffée à blanc, le fer, lui, il est plus lisse quand il a passé son doigt ou quand il a passé son ongle. Ça a chauffé à blanc, le fer lui dégage des petites particules. Vous faites de la physique ou de la chimie? Les deux.
Quand le conjoint tape sur le fer, il y a plein de petits qui partent. Ah, tu fais là, oui, oui. Ce sont des étincelles au cas où vous tapez sur du fer. Là, on tape sur de la chair. On tape pas en plus. On fait passer avec beaucoup de douceur. On passe très doucement. Il n'y a pas d'étincelle. Yes. Allez, on continue. Amarabuna barav katina marabi Shimon ben Lakish. Shalosh pegimot hen. Pegimat etzem bapesach. Pegimat ozen babechor. Pegimat mum bakodashim. ורב חיסדא אמר, אף פגימת סכין, ואידך בחולין לא כמיירא, וכולן פגימתן כדי פגימת מזבח, וכמה פגימת מזבח, כדי שתחגור בה הציפורן. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna, Barav Katina, nous enseigne au nom de Rish Lakish qu'il y a 3 dynimes qui sont concernés par la notion de Pegima. Pegima, on a dit que ça veut dire une entaille, une encoche, une fissure, comme vous voulez l'appeler. Ok. Quand est-ce qu'on a un problème de Pegima? Alors, on vient de l'apprendre maintenant longuement. Par exemple, le sakin de Shrita, n'est-ce pas? Sakin de Shrita, c'est concerné par le problème de Pegima. Tu passes l'ongle, tu vois qu'il y a une Pegima, is not good. Mais c'est pas ce dont on parlait. L'enseignement de Rish Lakish ne parle pas de sakin du tout. Lui, il parle de Etzem Bapesah. Vous savez qu'on n'a pas le droit de casser un os de l'agneau pascal. Ve'etzem lo tishberu bo. La Torah nous dit haram, interdit de casser l'os du Korban Pesach. Quel est le din si j'ai pas cassé complètement? J'ai pris juste un couteau et j'ai fait tac, une petite pegima. Est-ce que j'ai quand même transgressé le issour de casser l'os? Réponse oui. Pegimat etzem bapesach. Ça s'appelle déjà casser l'os. Ou bien Pegimat ozen bechor. Vous savez que le bechor, kadesh likol bechor, il faut le donner au Kohen. Le petit agneau, le petit veau, qui est bechor. À qui il faut le donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait un korban. Après, qu'est-ce qu'il fait après avoir fait zrikat adam? Il mange la viande, nachon. Très bien. Quel est le dit maintenant s'il y a un moum? Dans le korban, dans le bechor, il y a un moum. Eh bien, il n'a pas besoin, lui, le bechor, le Kohen, pardon, n'a pas besoin de sacrifier ce bechor. Il peut le manger directement. C'est le mammon du Kohen, mais il n'est pas kadosh dans le sens du korban. Le Kohen pourra manger ce bechor sans avoir besoin d'aller à Jérusalem et d'en faire un korban et de manger la viande d'Afka Yerushalayim. Machon, pas besoin. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gdusha. Il n'y a pas de gdusha. Non, mais c'est pas au Galim. C'est pas au Galim le Bechor. Il est au Kohen. Il peut inviter d'autres gens, mais lui. C'est au Mammon Kohen. C'est Mammon Kohen. Quelle est la différence alors? La différence, c'est Korban. S'il a un mot, il n'y a plus en Korban. Il n'est plus Kadosh. Dans sa maison. Alors maintenant, au frigo. Quel est le din si, par exemple, l'oreille du Bechor, elle a juste une petite pegima? Est-ce que ça s'appelle déjà un moum? Est-ce que ça s'appelle déjà un moum? Et par conséquent, il n'y a pas de gdusha dans ce Bechor. Eh bien, c'est ça. Pegimat ozen Bechor. La pegima du ozen Bechor fait que gamarnu. On le donne quand même au Kohen? Oui. On donne, quoi. On ne fait pas monter sur l'autel. Il va le manger probablement pas moi. Mais non, il le mange que c'est un défaut. Ça, c'est un défaut. S'il va le manger. Personne ne mange. Non, personne. C'est le Kohen qui peut manger. C'est le Kohen qui peut manger.
Ça, c'est quand il... Mais le Cohen, il peut donner aussi au Béhalim à manger. Bien sûr, Il peut donner. Bien sûr. Et seulement, il ne doit pas le faire à Betamigdash. Il peut le faire même dans la ville. Nachon. Mais je crois que les Béhalim aussi. On continue. Pegimat Mumba Kodashim. C'est quoi Pegimat Mumba Kodashim? Figurez-vous que une bête nekeva, regardez comment Rashi explique. Pegimat Mumba Kodashim nekevot. Kegon hatat ou shlamim sheish bahem pegimot sheinam noagot ba bechor. Parce qu'un bechor c'est forcément zachar. Mais hatat c'est nekeva. Nachon, shlamim ça peut être aussi nekeva. Alors, il y a une pegima, figurez-vous, Rashi dit, dans Sfat betarechem shel nekeva. Au niveau de la matrice de la bête, s'il y a une petite coupure au niveau des lèvres de la matrice de la bête, eh bien figurez-vous que la bête, elle s'appelle maintenant Ba'alat Mum. Et on ne peut pas la sacrifier telle qu'elle, il faut la racheter. Ce qu'on appelle Kadashim Ba'ale Mumim Shenifdu. Tu dois racheter la kedusha de la bête, et cet argent-là, tu vas acheter avec ça un korban hatat ou korban shlamim. Donc un Bechor, tu peux racheter le Bechor. Non. Pas de Bechor là, papa de... On est passé maintenant de Bechor à Kadashim. Après ça, maintenant, la Gemara dit Rav Chizda Amar, Av Pegimat Sakin. Pareil, le Sakin. Rav Chizda rajoute quatrième halakha qui concerne la Pegima, c'est le couteau de Shrita. Alors répétons s'il vous plaît, c'est quoi les trois cas dont a parlé Rish Lakish? Rappelez-moi s'il vous plaît. Excellent, Pessah, Bechor, et aussi Kadashim et Korbanot. Qu'est-ce que Rav Chizda a rajouté? Le Sakin. Très bien. Alors maintenant la Gemara dit, et pourquoi Ve'iddach? Pourquoi est-ce que le premier n'a pas parlé du Sakin? Réponse, mais Holin au Kamaire. Rish Lakish, il ne parlait pas de Holin, il parlait que de Kadashim. Alors Pessah, c'est Kadashim. Bechor, c'est Kadashim. Et Korbanot aussi, c'est Kadashim. Mais Sakin, c'est pas Kadashim. Sakin, c'est aussi Holin. Ensuite, Vechulan Kede Pegimat Misbeach. Le shi'ur de la profondeur de l'entaille, de cette encoche. Quel est le shi'ur de la profondeur pour dire que c'est pas kasher? Kede Pegimat Misbeach. Il faut que ça corresponde à quoi? À la fissure qui pourrait rendre Misbeach non kasher. Et combien c'est? Vekama Pegimat Misbeach Kede Shetachgor Ba Tziporen. Incroyable! Le Misbeach n'était plus kasher dans la mesure où, au niveau des arêtes, c'est-à-dire les lignes droites, des angles droits du Misbeach, si je passe là-bas ma main et il y a ne serait-ce qu'une petite fissure qui correspond à l'ongle, Hagirat Tziboren, je fais rentrer mon ongle et mon ongle qui se bloque, Gamarnou, le Misbeach n'est plus kasher. Il faut réparer. La Gemara dit, ah bon? Metiv et Kama Pegimat Misbeach, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Tefah, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Kazaït. Ce n'est pas vrai ça. On a appris une mahloket, à savoir est-ce que Pegimat Misbeach c'est Kazaït ou bien Tefah. Donc on est bien plus que Hagirat Tziporen, c'est pas juste la profondeur de l'ongle, c'est-à-dire de quoi la profondeur pour faire entrer un ongle, c'est pour faire entrer un zaït. Ou bien encore plus que ça, Tefah. Donc c'est beaucoup plus profond. L'akashia, Habe Sida, Habe Avna. Ça dépend où se trouve la faille. Si la faille, elle est dans le Sid, tu peux aller jusqu'à Kazaït, tu peux aller jusqu'à Tefah, d'après notre opinion. Mais s'il s'agit de la pierre, Avanim Shelemot Tivne. Au niveau des Avanim, il faut que le Even soit Shlema. Là-bas, même s'il y a une toute petite fissure comme Hagirat Tziporen, déjà ça disqualifie le Misbeach. Par contre, si c'est au niveau du Sid du Misbeach, alors à ce moment-là, on peut être tolérant
On peut aller jusqu'à combien? Kazaït ou Tefah, d'après une autre. Ouais. Qui est-ce qui se rappelle comment on fabriquait le Misbéah? Est-ce que c'est ici qu'on l'avait étudié? Je crois qu'on l'avait étudié ici. Ouais, non, mais comment il faisait? Vous vous rappelez? Il me semble que c'était là qu'on avait appris ça. Il prenait 3 cubes. Un premier cube de 32 coudées sur 32 coudées, dans une hauteur d'une hama. Et ils allaient verser une chape de béton. Comment? Ils prenaient des pierres mélangées à la chaux. D'accord? On mettait d'abord plein de pierres, ensuite on versait dessus de la chaux, du plâtre. Et ensuite, on allait prendre un deuxième cube qui faisait 30 sur 30 des côtés et 5 coudées de hauteur. D'accord? Parce que le bas c'était Yesod, après il y avait un renfoncement pour le Yesod et on montait. Ensuite il y avait un deuxième renfoncement pour le Sovev. On peut mettre un troisième cube de 28 coudées par 28. Et ensuite on avait les 4 carreaux du Misbéah. Donc on a partie Avanim et partie Sid, la chaux, le plâtre. Alors si la fissure elle est au niveau des Avanim, on est exigeant, strict. On ne tolère pas plus. C'est-à-dire même Hagirat Tziporen, on ne tolère pas. Mais si c'est au niveau du Sid, on tolère jusqu'à soit Kazaït selon une Shita ou... Très bien. Le Sid c'est très friable, c'est ce qu'on a, le shir, côté pierre de 28 coudées. 28 coudées? Non, alors, j'ai dit un cube. Un cube. C'est quoi un cube? Un cube de quoi? 28 coudées, de 14 coudées. Plein, mais de quelle grandeur? Alors je répète, je me suis pas fait comprendre. Quand je dis un cube, ça veut dire je prends des planches. Je prends des planches. Et je mets des planches sur les 4 côtés. Pour remplir ensuite avec des petites pierres. On continue. Oui, mais là c'est du béton, parce que le site c'est ça. Come in ici la ricostruzione? On appelle ça un coffrage. Un coffrage, bravo. Voilà. C'est comme un moule. Ah, Maravhuna. Yes. Je suis d'accord avec le cube et tout. Mais à un moment, les montants en bois, il faut les faire correspondre avec d'autres. Et comment la pierre, le cide, il y a des trous, il faut faire pour que ça rentre dedans dans le bois. Comment il faisait? Pour que ça rentre dans le bois? Pour que les montants en bois, ils avaient fait, à un moment, on met d'autres montants. Ou si on met un toit sans rien, si on met d'autres montants, il faut qu'on fasse un trou dans le bois pour rentrer l'un dans l'autre. La construction, elle se faisait comme ça. Avec la hache, on faisait un trou qui était rectangle, et le bois rentrait, on n'avait plus besoin de clous. C'est superbe. Donc, je pose la question. Mais c'est pas une question, c'est une réponse. C'est comme ça qu'il faisait, bravo. Khazak. Ben, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fabriquait le coffrage, comme vous l'avez dit. Hazak ve'emat. Amar Rav Huna, haïta baha, delosar sakina, kamehacham, meshamtinan le. Ve'rava amar me'abrinan le, umachrizinan abisre, de trefahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tabac, c'est un shohet. À l'époque, les shohatim faisaient double emploi. Ils faisaient et la shrita et la vente de la viande. Le boucher était shohet. Et donc, il avait l'obligation de montrer son couteau au hacham avant de faire la shrita. Sinon, on le mettait en nidouille, en quarantaine. Et Rava disait carrément, on le virait de son poste. Et on disait que sa viande, désormais, elle est très facile. S'il ose faire des, comment on appelle ça, des shritot, haram. Non. Tzaddik, on avait dit que il fallait montrer, c'était juste par kavod. On l'a déjà dit tout à l'heure. Mipene kevodo shel hacham. Et on a trouvé une asmarta. En fait, le passouk de Shaoul HaMelech, ce n'était pas un vrai limoud, c'est pas une vraie dracha, c'était juste une allusion au fait qu'il faut montrer au hacham, et c'est uniquement mipne kevodo shel hacham. Et imaginons, Rabbi Nissim Ayakar, imaginons que le hacham lui-même, c'est lui le boucher, c'est lui le vendeur. Est-ce qu'il peut? Il n'a pas de hacham à qui montrer. C'est lui le hacham. Alors il peut vendre ou pas?
Si ça touche l'argent, c'est problématique. Hein. La Torah nous dit elle-même. Ça aveugle les familles. Alors, dans ce cas-là, Rabbi Nissim Yekiri, écoutez bien. Est-ce qu'un sofer qui a écrit des tfilines peut les vendre? Regarde, répondez-moi. Mais ça touche l'argent. Peut-être que... Non, mikvé, c'est pas une nécessité halachique. Imaginons que, par exemple, il a fait Shelo Kesidran. Il a écrit d'abord un mot, et il s'est trompé, il a effacé, et il a écrit ensuite, il a effacé la lettre, il a écrit Shelo Kefi Aseder. Ça y est, les tfilines ne sont plus cachères. Comment je peux acheter chez lui des tfilines? Peut-être qu'il a fait du Shelo Kesidran. Mais la perte d'argent n'est pas aussi grosse qu'une perte. Ah bon? Les tfilines, on les vend au prix de l'or. Pareil pour les ventes. Une question, si les choquettes les bouchers, est-ce qu'il utilise le même couteau pour couper la viande débitée que le couteau avec lequel il a fait la shrita? J'ai pas compris. D'un côté, il a raison, Daniel. Quand vous dites qu'il est choquette les bouchers à l'époque, il a raison. il faisait la shrita avec ce couteau. Est-ce qu'il se servait de ce couteau-là pour ensuite découper la viande? Non, Ah, bah, évidemment que non. Évidemment. D'un côté, Je vais vous dire pourquoi c'est évident. Shabbat, nous avons une halakha de Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. Il y a toutes sortes de Muktzeh. Il y a Muktzeh qui est considéré comme tel parce que l'objet est très précieux et on ne fait avec qu'une seule action de, par exemple, Shrita. C'est une action qui est interdite, Shrita, mais en général, par exemple, si je prends un marteau c'est fait pour clouer, je n'ai pas le droit de clouer Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de casser une noix de coco avec le marteau? Réponse oui. Pourquoi? Parce que Kli shemelarto li'isur, mutar letaltelo letzorech gufo, o letzorech mekomo. Ça veut dire j'ai le droit d'utiliser le marteau pour une noix de coco. Mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, de prendre le couteau de Shrita et Shabbat, je suis coincé, j'ai besoin de couper ma viande avec? Ou éplucher une pamplemousse avec? Est-ce que je peux? Non. Pourquoi? Parce que le couteau, généralement, le couteau de Shrita, c'est tellement précieux, tellement fragile, et j'ai pas envie qu'il devienne pasoul avec une pegima, je ne l'utilise que pour la Shrita. Ça s'appelle Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. Comme c'est tellement précieux, je ne l'utilise pas, eh bien je n'aurai pas le droit de l'utiliser même si je me retrouve coincé, et j'ai besoin maintenant, j'ai des invités, j'ai besoin du couteau, à sourd. Pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise jamais pour autre chose que la Shrita. Une question adjacente, dans quel étui ou dans quelle matière, à l'époque comme aujourd'hui, on préserve le couteau de Shrita? Est-ce qu'on le met dans du cuir, dans du bois, pour le mettre une protection? On prenait comme du coton, le coton, de la laine, des choses qui sont d'abord tendres, et ensuite on mettait dans des fourreaux en cuir, et après ça, dans le fourreau, dans un coffret en bois, de manière à ce que le couteau soit bien préservé. Alors les frères et les amis, Amaravuna, Haïtabaha delosar sakina kamehacham, un tabac, un boucher, c'est-à-dire un shohet, qui ne montre pas son sakin au hacham, mais shamtinanle, on l'excommunie, on le met en quarantaine. Ravadi, pire encore, mais abrinanle, on le vire de son poste. Et machrezina nabisre des tréfaillis. Et on proclame que sa viande c'est de la taref. Vela peligé, kan benimtset sakino yafa, kan beshelo nimtset sakino yafa. Là, Bémet, il n'y a pas de mahloket entre le premier et le deuxième, entre Ravuna et Rava. Ravuna qui a dit que juste on le met en nidouille, et Rava qui a dit pire encore, on le vire, il n'y a pas de mahloket entre eux. Ça dépend de l'incident. Si c'est juste qu'il n'a pas montré au hacham, mais après la shrita on a vu que son couteau était parfait, alors celui-ci juste on le met en nidouille, parce qu'il a manqué de respect au hacham. Mais on ne le vire pas de son poste. Tandis que si on a trouvé que que son couteau était défaillant, il y avait une pegima, alors là, chlet, non seulement qu'on le met en nidouille, mais en plus, on dit que sa viande est taref. Ravina Amar, Hecha delo nimtzet sakino yafa,
ממסמס בפרטה, דאפילו לעובד כוכבים נמי לא מזדבן. Ça veut dire quoi? Lui, Ravina, sanctionne davantage le shochet, chez qui on a trouvé un couteau défaillant, non seulement que on va le mettre en idouille, non seulement que on va déclarer que les juifs ne peuvent plus acheter de la viande chez lui, mais même on va le sanctionner qu'il ne puisse pas vendre la viande au goïm. C'est-à-dire que cette viande-là, regardez ça, cette viande-là, on va lui mettre dedans, chutz min hakavod, chutz mikvotrem, carrément prendre de ces boyaux, de cette bête, on va prendre des excréments, et on va salir sa viande avec, comme pour dire, même les goïms ne vont pas te l'acheter. Et pourquoi cette sanction? La javel. Alors aujourd'hui, il mettrait de la javel à la place. Et pourquoi? Et pourquoi, Rabotaï, on lui met carrément du peresh? C'est quoi parata? Parata, hein, le tav en araméen est permuté et remplacé par la lettre shin en hébreu. Tav en araméen, c'est shin en hébreu. Pirsha, c'est du peresh, des excréments. Pourquoi tout ça? Parce que, premièrement, il n'a pas montré au hacham. Deuxièmement, il a négligé la shrita et il s'est permis de faire avec des couteaux qui ne sont pas cachers. Alors celui-ci, on le claque par une sanction très forte. Un jour, il était une fois. Haoutabaha delosar sakino kame de Rava bar Hinena. Il y avait un shochet qui n'a pas montré son couteau au rave de la ville, qui était Rava bar Hinena, qui était un zaken. Shamte ve'avre ve'achriz abisre de trefahi. Il lui a fait donc les trois choses. Premièrement, il a mis en shamta, en idouille. Deuxièmement, il a viré. Troisièmement, il a annoncé Rabotaï, attention, celui-là, s'il fait, c'est trefa. Ikleu marzoutra le ravashi le gabe. Amar leu li ainu rabanan bemilte. Detalou betafle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu deux jeunes rabbanim, c'était Rav Ashi et Morzoutra qui sont arrivés dans le Beth Midrash de Rava bar Hinena. Il leur a dit, écoutez, moi j'ai viré mon shochet, mais je me suis rendu compte qu'il a une grande famille, il a beaucoup d'enfants à nourrir, sa shrita, c'est de la parnassa importante pour lui, donc nous voyons que le shochet, il recevait de l'argent, la parnassa du shochet, donc un shochet qui reçoit une parnassa, pas de problème, il peut vendre de la viande. On ne dit pas qu'il a une négira et donc sa viande elle n'est pas cachère. Simplement il faut qu'il respecte la hiérarchie, qu'il aille montrer son couteau d'abord au hacham. Mais il ne va pas montrer pour chaque bête au hacham. Première bête, deuxième bête, dixième bête, centième bête. Pas chaque bête qui va montrer au hacham. C'est juste par respect, par soumission au rav de la ville qu'il doit lui montrer. C'est d'air. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, je ne voudrais pas que ces enfants souffrent du manque de parnassa. S'il vous plaît, essayez de lui trouver une porte de sortie, une échappatoire. Comment puis-je le restaurer, le restituer à son poste? Alors, qu'est-ce qu'a fait Ravashi? Batke Ravashi les sakiné, benimtset yafa, ve archere. Ravashi a fait l'abdika du couteau. Il a vu que ce couteau était parfait. Il lui a dit, eh bien, vous pouvez retrouver votre poste, continuer à faire la shrita et à vendre la viande. Alors, Morzoutra qui était là, va dire à Ravashi, Velo li hush mor les sabbat. Comment ça? Vous avez dit au shochet qu'il peut maintenant recommencer son business. Il fait la shrita, il vend la viande, mais vous manquez de respect au hacham. Lui, il a manqué de respect au hacham. Maintenant, vous le restituez à son poste, eh bien, indirectement, vous manquez de respect à Rav Hinena. Velo li hush mor les sabbat. Amarle, shlichute ka'avdina. Il lui a dit, je ne manque pas de respect à Rav Hinena parce que c'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui nous a demandé d'essayer de trouver des circonstances atténuantes, d'essayer de trouver une issue de secours pour ce pauvre monsieur. Eh bien, je ne fais que accomplir la volonté de Rav Hinena. Donc, c'est certainement pas un manque de respect. Mais là,
En plus, il avait tout compris. c'est l'histoire. Il a reçu un avertissement en plus. C'est l'histoire. Agmara, il a décidé que tel et tel, s'il n'a pas de sakin, alors, hop, dehors. Et là, on a mis un maasé, il a fait la même chose. Vous entendez? Et après, il lui a trouvé une circonstance vous entendez? pour le prouver. C'est contraire à ce qu'il a dit à Gemara. Il fallait apporter un maasé qui aide ce qu'il a dit dans la main avant. Mais pas le kavod, c'est fini le kavod. Il peut que voir simplement ses instruments, c'est tout, et comment il est. Alors ça veut dire que maintenant, si on trouve. Alors je répète la question de Rabbi Mesrod et la réponse. La question c'est que, est-ce qu'on n'est pas en train de dire le contraire de ce qu'on avait dit précédemment? Précédemment on a dit qu'on le vire totalement, et là maintenant il est en train de chercher à le justifier, à le restituer à son poste. Alors la réponse, c'est que ce shohet-là, c'est pas qu'on a trouvé chez lui une faille, une défaillance. Non. Simplement, c'est qu'il a manqué de respect. Dans le cas précédent, on vire et on va pas le restituer à son poste, même s'il y a un problème de parnassa. C'est parce qu'on a trouvé chez lui de la négligence. On a vu que concrètement, il vendait des névélotes. Mahon. Alors celui-ci, on le vire, vénigma. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de scrupules. Mais dans cette histoire-là, pourquoi on a eu des scrupules? C'est parce qu'on a trouvé que son sakin était yafé. Son sakin était irréprochable. Donc, simplement, c'était un problème de hiérarchie. Il ne respectait pas le Rav. Alors c'est pour ça qu'on l'a mis en édouille. Mais maintenant que, en quelque sorte, on a vu que ça portait à conséquence au niveau de sa famille, il va y avoir une souffrance très importante au niveau de la famille qui n'aura pas de parnassa. Là, le Rav a été mohel. Amar Rabba bar Huna, shen tlusha vetziporen tlusha mutar lishhot ba lechatchila. Aïe 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 aïe. Quel est le din si on prend une mâchoire d'un âne, d'un hamar, ou bien je prends la mâchoire d'un bœuf? Il y a là-bas une dent, une incisive ou une dent qui je vais bien aiguiser. Je l'ai aiguisée. Ou une dent d'éléphant. Je l'ai bien aiguisée. C'est une lame tranchante. Et je fais comme ça. C'était juste pour qu'on n'imagine pas une petite dent minuscule comme celle d'une dent humaine. Que vous compreniez que c'est une bonne dent. Une dent qui permet de faire un couteau de shrita. Eh bien, figurez-vous que c'est Besséder. Nachon? Yafé me'od. Comment ça s'appelle? Shen telusha. Répétons. Shen telusha. Une dent détachée. Ça veut dire comment elle est détachée? J'ai détaché toute la mâchoire avec la dent. Et ensuite, j'ai aiguisé et je m'en suis servi comme couteau de shrita. C'est bon? C'est bon. Pareil, un tziporen tlusha. C'est quoi tziporen tlusha? Un ongle qui est détaché. Comment? J'ai pris par exemple une patte d'un oiseau. J'ai pris d'un aigle. D'une autruche. J'ai aiguisé l'ongle. Et je prends la patte, et avec la patte où il y a cet ongle, je fais la shrita. C'est valable? C'est valable. Tziporen tlusha is good. Shen tlusha is good. La Gemara pose la question, elle dit Ve'anan tenan, chutz mi magal katsir ve'amegera ve'ashinaim ve'atziporen mi peneshem honkin. Je comprends pas. Tu contredis une Mishnah, mais la Mishnah a disqualifié toutes sortes d'outils de shrita. Elle a dit tu peux pas utiliser la faucille, la scie, les dents et les ongles. Alors comment tu me dis que c'est kasher? Réponse. Shen Hashen la kashia. Ha behada ha betarte. Quand on a dit dans la Mishnah que Shen is not good, on parle d'une mâchoire où il y avait deux dents. Puisqu'il y avait deux dents, quel est le problème? Entre les deux dents, il y a une faille. Puisqu'il y a ici
une pégima entre les deux dents, alors c'est comme un couteau avec une pégima, pas cachère. Voilà la réponse. Maintenant, tziporen à tziporen la kashia. Habitlusha habim huberet. Pareil. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contradiction par rapport à tziporen? Parce que ça dépend. Est-ce que ce tziporen-là, cet ongle, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris la patte, par exemple, d'un oiseau, que j'ai aiguisé, et j'ai aiguisé l'ongle. Mais si maintenant, la patte, elle est rattachée à un oiseau vivant. D'accord? J'ai pris mon canard, j'ai pris... Massacre à la tronçonneuse du canard. Il a ongle. Où il a le SPA, là. Ou bien, l'ongle de la patte de cette volaille, je l'ai aiguisé, et donc maintenant, je prends la patte vivante de la bête, de la volaille, et je passe sur le cou d'une autre volaille. Et maintenant, j'ai fait la shrita d'une volaille avec l'ongle d'une autre volaille qui était vivante. Mais l'ongle était absolument aiguisé, parfait, plus que parfait. Cachère ou pas cachère? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Elle a dit pas bon. Tlusha, quand c'est par exemple, comme j'ai dit, une patte d'une bête, d'une volaille qui est déjà morte, alors que j'ai détaché la patte, inématov, mais une patte qui est rattachée à une bête qui est vivante, alors ce n'est pas cachère. Pourquoi pas? Je vous attends, donnez-moi une raison. Elle fait bouger la bête. Elle fait bouger le bras et puis... Non, éteinte. C'est l'habitude, tu l'as. Non, je l'ai attrapée, je l'ai ligotée, elle ne bouge plus. Bravo. Bravo, Rabbi Messon. La réponse, c'est que cette Mishnah, elle va d'après Rabbeinu Akadosh. On avait déjà vu la mahloket entre Rabbi et Rabbi Hiya. La mahloket entre eux, c'était est-ce qu'on peut faire la shrita avec du mehubbar la karka, ou on ne peut pas faire avec mehubbar la karka. On avait vu que, par exemple, d'après Rabbeinu Akadosh, une pierre ou un roseau. Imaginez-vous un roseau qui pousse tout seul, d'accord? Le roseau qui pousse, je l'ai coupé en deux. Le cylindre, je l'ai rompu en deux. Ensuite, j'ai limé le roseau. C'est devenu un couteau. Je prends une petite volaille et je la passe sur la lame du roseau. Selon Rabbi Hiya, il n'y a pas de problème. Selon Rabbi, c'est interdit. D'ailleurs, Rabbi, d'où il a appris? Il avait appris du Pasuk, Vaikach et Ama'achelet lishchot et beno. Avram Avinu, quand il s'est préparé pour la Hakeda, Vaikach et Ama'achelet lishchot et beno, il a pris Ma'achelet. C'était un couteau qui était mobile et pas rattaché à quoi que ce soit. Donc, la problématique, selon Rabbi, d'une patte, d'une volaille vivante ou d'une bête vivante, pourquoi tu ne peux pas te servir de son ongle? Parce qu'il y a ici un problème de mehubbar, de rattacher à sa source. Il faut que ce soit détaché de la source. Donc tu prends une patte d'une bête morte, ou d'une volaille morte, tu as le droit, il n'y a pas de problème si tu as bien aiguisé l'ongle. Mais si c'est une bête vivante, Rabbi dit, ça ne ressemble pas au couteau qui est un élément mobile détaché. Ça ressemble plutôt à mehubbar la karka, ce n'est pas cachère. Voilà, on a terminé un sujet pour aujourd'hui. Et pas pour aujourd'hui, pour ce matin, parce que ce soir, Be'ezrat Hashem, on poursuit, on continue.